La collectionneur, c'est une idée qui vient d'un échange entre Xavier et moi. Xavier, responsable et à l'origine de Coleka. Moi, juste un collectionneur lambda, mais qui apprécie beaucoup le site, les idées et qui a beaucoup trop de collections pour me dire qu'il fallait en faire une émission. Oui, quand Alex donc m'a contacté pour mettre en place cette émission, moi j'ai trouvé que c'était une excellente idée parce que nous sur Coleka.com on a une plateforme qui permet effectivement aux collectionneurs de suivre leur collection, mais ce dont on s'est rendu compte, c'est que les collectionneurs sont vraiment des gens passionnés qui ont vraiment envie de parler de leur collection, tout comme nous. On aimerait avoir le temps de le faire, et là le podcast que Alex a proposé, c'est vraiment l'occasion de mettre en lumière des gens qui sont passionnants et qui ont de très belles choses à raconter sur ceux qu'ils collectionnent. Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce premier épisode. Alors je vous invite tous à vous introduire, à vous présenter et à nous faire part justement ensuite de votre intérêt pour la collection Star Wars et notamment depuis quand vous commencez à collectionner et quels éléments de cette collection avez-vous en votre possession. Et Cyril, t'es parti ? Allez, c'est parti. Donc Cyril, CRL, je viens de Star Wars Universe où principalement je fais les actus pour la gamme The Black Series. Alors j'ai commencé à collectionner Star Wars, ça doit être en 97 lors de leur sortie en fait de la version remasterisée de Star Wars où il y avait tout plein de jouets déjà à l'époque. J'ai vraiment commencé là. Pas grand-chose au niveau des figurines, quelques-unes quand même, mais j'ai vraiment commencé la collection en tant que telle à partir de 2013 avec justement l'arrivée de la gamme Black Series. Et depuis, j'en ai beaucoup trop, je crois. C'est pas grave. Tu veux enchaîner, Jean-Baptiste ? Alors moi c'est Jean-Baptiste, également de Star Wars Universe, Obi-Wan Kenobi sur ce site. Je suis arrivé là-bas en tant qu'infographiste à la base et puis maintenant je m'occupe de ce qui me plaît, voilà, donc, dont la collection. Et j'ai commencé à collectionner du Star Wars un peu comme Cyril aux alentours de 95-97, donc avec l'arrivée des Power of the Force. C'était des jouets à l'époque, hein, j'étais tout gamin et malheureusement ça m'a jamais quitté et puis maintenant il y en a partout. D'accord. Ben moi, c'est plus grave parce que je suis plus vieux. Donc donc je suis Xavier de Coleka. Et moi, j'ai commencé à collectionner en 83. Donc à l'époque, c'était des jouets Kenner. C'était la première marque qui a fait ça. Et puis, j'ai commencé à collectionner parce que, c'était, comme le disait Jean-Baptiste, c'était des jouets. Donc au début, on jouait avec et on avait à l'époque absolument aucune idée que ça prendrait de la valeur. Donc j'en ai pété un paquet, j'en ai perdu un paquet, et puis du coup il a fallu que je les rachète après en grandissant. Voilà. Du coup, j'ai une première question qui me vient à l'esprit. Est-ce que vous avez encore certains objets de votre collection que vous aviez en tant que jouet à la base ? Ah oui, bien sûr. Ouais, moi j'ai quasiment tout, je pense. Oui, moi aussi. Ouais, pareil. Enfin, tout ce que j'ai pas perdu, je l'ai gardé. C'est un peu ça aussi. Donc, il y en a certains qui sont même un peu détériorés, je dirais, si vous avez joué avant, ils ont quelques spécificités. Avec le temps, le but du jeu, c'est justement de liquider ceux qui étaient un peu tagués ou ceux qui lui manquaient un pouce ou un truc comme ça pour les racheter et puis voilà quoi. Donc on renouvelle, mais dans le tas, il y en a quand même des d'origine. Ouais, non, je crois que j'ai encore, je crois que c'était les Action Fleet, c'est des modèles miniatures de vaisseaux. Et ça a dû prendre le bain, ça a dû prendre la piscine avec, je crois. Donc toutes les vis sont toutes rouillées. Mais ouais, je les ai encore, ouais. Moi pareil, je remplace rien, hein. Il y a des sabres tordus ou mâchouillés, tout ce que vous voulez, mais j'ai tout gardé. Ça fait partie de l'histoire, donc ils ont une vraie histoire. C'est ça. Je pense qu'il y a plus une valence. Il y a plus une valeur sentimentale au final, plus qu'une valeur réelle de l'objet. C'est sûr. Ouais, puis je t'écoutais, en plus, si vous avez démarré en 97, fallait vraiment avoir envie de jouer parce qu'ils étaient pas beaux, hein. C'était des espèces de... Non, c'est vrai, hein. Non, mais je les ai aussi, c'est pour ça que je me permets d'en parler, mais c'est quand c'est ressorti en 97, ils ont sorti ces horreurs avec des espèces de tout musclé. Il y avait Leia, on aurait dit qu'elle était sous stéroïdes, enfin, c'était affreux, quoi. C'est tous des champions de natation, en fait. Ils sont tous avec un gros torse, c'est...
Ah, mais c'est la génération 90 et c'était, je pense, Ouais. l'actualité des films et de l'époque et de tout ce qui était autour. Oui, ils ont dû copier le maître de l'univers ou je sais pas, ils ont dû faire un truc, Ouais, mais ça sans a pas, doute, ouais. c'était pas très beau, c'était pas très réussi. On n'avait que Mais ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. déjà ça. Mais faut dire qu'à cette époque-là, alors moi qui ai vécu l'époque d'avant, en fait, quand c'est ressorti en 97, en tant que jouet Star Wars, il y avait rien qui était sorti depuis 84. Donc, ça fait quand même une dizaine de 13-14 ans pour avant d'avoir des nouveaux jouets. Donc, les premiers qui sont sortis, tout le monde s'est rué dessus. Effectivement, ils étaient pas beaux, mais c'était pas grave, ils les ont vendus quand même, hein. Mais moi, c'est vrai que j'attendais qu'il y ait des nouveautés. Puis là, c'était les premiers qui sont sortis. Bon, on s'est tous jetés dessus. Au sens propre et figuré, du coup. C'est ça. Du coup, vous m'avez donné la date de début de votre collection, mais pourquoi celle-ci en particulier? Est-ce que c'est une affinité avec l'univers Star Wars, avec les films, avec peut-être même les livres, les comics pour ceux qui lisaient à l'époque, ou est-ce qu'il y avait d'autres éléments qui vous ont donné cette affinité à cet univers Star Wars? Alors, pour moi, c'est vraiment été les films Star Wars, en fait, dans la globalité. Tout ce qui était univers étendu, je connaissais pas du tout. Peut-être trop jeune aussi pour connaître. Non, c'est vraiment la ressortie. Et puis, il y a eu tout un regain de merchandising, en fait, à ce moment-là, où les rayons, en fait, de Carrefour, etc., c'était vraiment plein de ces produits-là. Aujourd'hui, on en a beaucoup moins. Et le fait de voir ça en tant que gamin, en fait, on a toujours envie de jouer avec tous ces jouets qui sont dans les rayons. Et ouais, je pense que ça a commencé vraiment comme ça. Le fait de connaître déjà les films Star Wars et de les voir en rayon, ouais, c'est vraiment ça qui m'a donné envie de vraiment jouer avec ces jouets-là. Et Moi, plus tard, pareil, hein. continuer Ouais. à collectionner ce genre de produits. Ouais. Moi, pareil, en fait, en 83, donc moi j'avais 6 ans, je suis allé au cinéma voir Le Retour du Jedi et en sortant, il y avait un magasin de jouets en face, c'était obligé d'y aller. Et puis après, s'il fallait y aller tous les week-ends pour avoir un nouveau, un machin. Donc ouais, c'est vraiment à la base, c'est les films quand même qui ont motivé la collection, tout l'univers qui est développé autour. Et puis après, les jouets, c'est juste venu prolonger l'univers du film, en fait, pour le prolonger à la maison. Bah, c'est exactement ça, parce qu'après on pouvait se faire nos propres histoires. Moi j'ai découvert les films avec les VHS, on se les prêtait entre copains, les jouets c'était pareil, et puis on faisait nos histoires après. Donc comme je disais tout à l'heure, c'était des jouets à l'époque, donc on a commencé comme ça, et bah le virus a jamais continué. Après la ressortie en 97, on a eu la prélogie, et là moi j'avais pile l'âge qu'il fallait pour rentrer dans la prélogie, donc voilà, ça s'est jamais arrêté. Ouais, mal. Le regain. D'ailleurs, cette anecdote me fait penser à quelque chose. Est-ce qu'il y a des jouets, parce qu'à l'époque c'était plutôt des jouets que des jeux de collection pour vous, qui sont encore restés chez des amis à vous, que vous n'avez jamais récupéré? La classique, je dirais, du jeune âge. Très bonne Ouais. question, je pense pas moi. Non, c'est pas Ouais, possible. moi, je crois que c'est des Lego ou des trucs comme ça Star Wars que j'ai dû emmener et puis perdre des pièces ou des personnages. Et ouais, je pense que ouais, il y en a quelques-uns ouais, que j'ai plus à cause de ça. Ouais. Moi, j'en ai perdu un. D'ailleurs, si quelqu'un le retrouve, j'en ai perdu un en 84-85. J'avais fabriqué la grotte de Dagobah dans un trou sous le bitume et j'ai jamais retrouvé Luc. Il doit y être encore, quoi. Non, c'est tout. Après, non, on les récupérait. On tenait trop, en fait. On tenait trop à ces trucs-là. On pouvait pas les laisser à quelqu'un d'autre. Et puis on savait très bien qui était quoi, ça y a pas de souci. Ah ouais. Et tous les soirs, on se couchait, on allait leur dire au revoir et on pointait si tout le monde était bien à sa place. Évidemment. Le principe. Alors, du coup, comme vous étiez plus jeune, j'imagine que c'était vos parents qui allaient acheter avec vous, c'était des cadeaux que vous receviez pour des anniversaires ou autres, bonnes notes et peut-être d'autres raisons. Maintenant, comment se passent vos achats? Quand vous les commissionnez? Est-ce que c'est tout sur Internet? Est-ce que certains éléments se font dans des boutiques spécialisées, dans des grandes surfaces? Les deux? C'est devenu plus compliqué en fait depuis quelques années là. Moi, j'ai beaucoup commencé dans les grandes surfaces quand j'avais de quoi dépenser mon argent. Mais maintenant, ça se fait beaucoup en ligne, effectivement, parce que les grandes surfaces, il y a quasiment plus rien. Les magasins de jouets, c'est au bon vouloir des arrivages. Et donc voilà, dès que c'est spécifique, il faut passer en ligne, ou alors en convention, sur certains événements aussi. Là, j'arrive à trouver des choses encore, mais
Sinon, dans les magasins de tous les jours, ça devient compliqué. Ouais, ben, j'ai exactement le même constat. En fait, c'est qu'en magasin, il y a plus grand-chose. Et puis, il y a quand même un truc qui s'est passé, je saurais pas dire à quel moment, mais je dirais que c'est au début des années 2000-2005. Par là, il y a quand même le prix a quand même vraiment changé. Le prix de base, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'était comme on disait, c'était vraiment des jouets, donc on pouvait les avoir, on pouvait se trouver des figurines on va dire à 7-8 euros, on arrivait à trouver des trucs. Et puis maintenant, ça devient direct, on passe à minimum 15 euros. Donc, il y a un palier qui a été franchi aussi. Et du coup, je pense que ça se vend un petit peu moins, donc il y en a moins en magasin. Donc, effectivement, on se rabat forcément sur des sites en ligne. Moi, perso, c'est pas mal de la brocante aussi. Moi, je trouve pas mal sur brocante. Donc, je suis un peu moins attaché à l'aspect boîte. Moi, c'est plutôt la figurine qui m'intéresse. Après, que ce soit en boîte ou pas, j'en garde quelques-unes, mais ça ne m'intéresse pas trop. Donc, du coup, voilà. On va dire qu'avec l'âge, je suis passé plus en loisir sur la collection. Je suis moins comme fut un temps où il fallait que je suive tout ce qui sortait. Donc là, j'imagine qu'aujourd'hui, effectivement, si on veut être au fait de tout ce qui sort et essayer de tout récupérer, ça doit être compliqué. Et je trouve que même les brocantes que tu mentionnes, ça a un peu changé aussi depuis quelques années, là, 2-3 ans, je dirais. Je trouve que pareil, ça a diminué. Après, c'est peut-être parce que j'y vais pas assez tôt et que tous les rafleurs sont déjà passés, mais je trouve qu'il y a eu aussi un changement là-dessus. Avant, c'était plus simple. Je pense que tu te lèves plus tard. Et je crois qu'il y a un petit peu moins de brocante aussi depuis 1 an et demi quand même. Ça, c'est possible. Oui, c'est vrai que la crise Covid, ça n'a pas aidé. Pour ma part, au début, c'était vraiment sur les grandes surfaces. Mais ouais, effectivement, il y a beaucoup moins de produits en fait de qualité qui sont restés dans ces grandes surfaces. C'était souvent des jouets peu chers justement et avec une qualité un peu moindre. Et pour les gammes Vintage Collection ou Black Series, ça a vraiment fondu comme neige au soleil. Il y avait autrefois Virgin Megastore, etc., ce genre de boutiques qui vendaient ces produits-là, qui eux-mêmes ont fermé. Du coup, ouais, il y a eu quand même pas mal de boutiques où on retrouvait tout cet univers un peu geek, science-fiction, tous ces produits dérivés en fait qui n'existaient pas après dans les grandes surfaces. On les retrouvait plus vraiment dans ce genre de commerce. Et ouais, en fait, je pense que dans les années 2015, ça a vraiment stoppé en fait ces ventes de figurines. Et on les retrouve uniquement dans les magasins de jouets, donc vraiment spécialisés, et encore pas tous. Et maintenant, c'est vraiment des boutiques spécialisées qu'on trouve dans les grandes villes, Strasbourg, Paris, etc., Lyon. Mais en dehors de ça, en tout cas pour les Black Series, ça devient vraiment très compliqué à trouver en boutique maintenant. Moi qui suis vraiment newbie dans l'univers, j'en ai vu quelques-unes, effectivement, même chez certaines grandes surfaces, pardon. Mais on voyait quoi, 1 ou 2 modèles, hein, pas plus. Hein. Ouais, mais ce qui se passe, c'est que c'est des vagues de 5 ou 6 figurines par lot qui sortent en gros, et tu les as pas toutes en fait si tu vas on va citer les King Jouets, les Toys R Us, les machins, si tu vas là-dedans, tu vas pas tous les avoir en fait. Tu vas en avoir 3 ou 4, mais il y aura jamais les 6. Ouais, c'est ça. Les 6, la vague complète, on la trouve pas. Ou alors une vague complète de temps en temps. Ça devient compliqué, ça devient plus difficile. Et surtout que ce genre d'enseigne, en fait, ils recommandent pas de nouvelles vagues tant qu'ils n'ont pas vendu la vague précédente. Ouais. Et le problème, c'est qu'il y a souvent dans les vagues des personnages qui sont un peu mis de côté, que personne ne veut. Et tant que ces personnages-là, en fait, ils sont pas vendus, les commerces ont du mal à commander les vagues suivantes. Un stock tournant, quoi. C'est ça. Et du coup, là, j'ai une réflexion qui m'est venue par rapport à ce que tu disais, Jean-Baptiste. Au niveau des conventions, il y a beaucoup qui sont centrés sur Star Wars, j'imagine, et sur les figurines et collections Star Wars. Est-ce qu'il y a beaucoup d'événements en France, en Europe, mondiaux, qui existent actuellement, même si c'est un peu plus compliqué depuis 1 an et demi, mais qui existent sinon? Alors vraiment dédié à la collection, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Alors après, dès que tu vas dans une convention un peu geek, on va dire, pour simplifier, tu peux être sûr qu'il y aura des boutiques spécialisées dans les goodies et tout ça. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci à trouver ce qu'on veut. Mais des événements vraiment dédiés à la collection, moi perso, j'en connais pas. Non, mais par contre, je pense que Cyril pourra peut-être me confirmer, mais il me semble que sur les manifestations, genre les Comic-Con, San Diego, New York et tout, il y a
notamment sur les Black Series, il me semble que t'as certaines figurines qui sont distribuées uniquement à ce moment-là. Alors, Et ouais, Hasbro a décidé de justement pour faire sa promo, puisqu'ils ont des stands en fait dans ces genres de conventions, ils vendent des produits exclusivement pour cette convention-là. Alors, depuis, je crois, 2016-2018, ils ont décidé d'élargir un peu leur panel. C'est-à-dire que autrefois, les figurines étaient vraiment exclusives pour la San Diego Comic Con, et on les trouvait nulle part ailleurs, ni en France, ni en Europe, ni quoi que ce soit. Depuis quelques années maintenant, il y a quand même cette opportunité-là de les retrouver en convention européenne. Donc, il y a la Paris Comic Con, il y en a en Angleterre, en Italie et en Allemagne, je crois. Donc on a un peu plus se développe, enfin, la gamme elle se développe, comment dire, elle peut s'acheter maintenant au dehors des États-Unis. oui, Alors c'est vrai que qu'autrefois, à un c'était moment vraiment donné, très c'était pas possible. localisé États-Unis. Ouais. Et il y a aussi des exclusivités pour des magasins comme Walgreens, Walmart, Target. Tout ça, ce sont des enseignes qui sont uniquement aux États-Unis. Et autrefois, c'était vraiment que fait pour le marché américain. Et depuis quelques années maintenant, en tout cas, Hasbro France a décidé d'utiliser d'autres enseignes françaises pour justement vendre ces exclusivités. Donc il y a Pickwick Toys maintenant, Micromania, et j'en oublie encore une, mais voilà, il y a des exclusivités qui sont pour ces enseignes françaises maintenant. Je crois que Carrefour aussi, ils font sur les... Mais c'est pas Hasbro, hein, je crois que c'est sur les Jacks Pacific, je crois qu'ils ont une exclusivité ou un truc comme ça. Donc ils ont dealé, effectivement, ils ont reproduit le schéma américain à notre échelle. Ouais. C'était vraiment un marché américain au départ hein, pour les Black Friday. Ouais. Mais on n'a quand même pas tout, hein, parce qu'il y a des trucs, c'est dur à les avoir. Donc, sur les conventions, je refais mon lien. Est-ce que vous avez déjà participé à certaines de ces conventions et vous avez déjà pu acheter sur place, voire échanger avec d'autres collectionneurs ou juste fans de l'univers Star Wars à ce sujet? Moi, perso, je suis allé, il y a quelques années, je suis allé comment ça s'appelle, QC, donc c'est la convention Star Wars de QC. Et effectivement, je pense pas dire bêtise, c'est la seule convention Star Wars en France ou il y en a d'autres, la grosse annualisée Alors, en fait, qui est récurrente. celle-là, elle est vraiment spécifiée Star Wars, effectivement. Après, il y en a d'autres qui prennent le thème un peu comment dire, en périphérie. Mais effectivement, c'est Génération Star Wars et science-fiction, et ça c'est AQC, et c'est tous les ans, et c'est vraiment la grosse française dédiée à la saga. Ouais. Voilà, donc là, moi, j'étais allé une année, effectivement, il y avait effectivement des stands de boutiques, comme tu disais, hein, il y a des boutiques qui sont là, donc forcément, tu craques et t'achètes 2-3 trucs pour étoffer la collection. Et c'est vrai que généralement, c'est les endroits où tu trouves quand même, tu vas te faire plaisir, où tu vas voir des choses que tu vas pas trouver à Toys R Us, quoi. Donc généralement, c'est quand même un bon rendez-vous pour quelqu'un qui veut se trouver 2-3 pièces de collection sympas. Tu peux partir toujours un petit peu content. Voilà. Bah nous, on y est tous les ans hein, en tant que Star Wars Universe. Si vous voulez nous voir, on a toute une équipe toujours sur place, donc faut pas hésiter. Alors pour ma part, j'ai pris une exclusivité sur le Paris Comic Con de 2020 ou 2019, je sais plus, où c'était le pack Leia plus Han Solo dans une grosse boîte un peu. Ah oui. Sur Hot, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc c'était vraiment l'exclusivité de cet événement. Puis il y avait Patrick Snyder, je crois, le brand manager de chez Hasbro, qui était là. Donc faire dédicacer la boîte, c'est quand même sympa. Là, c'est collecteur de chez collecteur. Voilà. Ouais, c'est ça. Bon après, sinon, faut les retrouver sur des sites en ligne pour avoir des exclusivités. Ouais. Okay. En dehors de ça, c'est compliqué. Ouais. Quand il y a ces fameuses conventions, il vaut mieux allouer un petit budget pour se faire plaisir. Oui, surtout, ouais. Ah bah, si t'y vas et que t'as pas de budget, c'est triste. Si tu veux, c'est comme aller au cinéma et être aveugle. C'est un peu, tu vois, c'est dommage. Tu peux pas toucher, quoi. Voilà, il manque un bout. La saveur est différente. C'est ça. Donc, du coup, on commence à aborder un peu le sujet financier. Vous allouez un budget spécifique, mensuel, annuel, trimestriel pour votre collection, ou c'est au fil des sorties et de ce qui vous plaît, ce que vous souhaitez collectionner? Moi, j'ai pas de budget précis, c'est vraiment au feeling, et ça commence à diminuer un petit peu. Mais par contre, je m'offre plus de grosses pièces maintenant.
Voilà. Vu que les achats sont moins réguliers, j'ai tendance à acheter des grosses pièces de temps à autre. Alors, pour ma part, j'ai pas non plus de budget particulier. Au départ, on essaye de se mettre des limites, du genre, bon, bah, je prends que les Stormtroopers. Et puis, bon, on s'en aperçoit quand même qu'on en a plus d'une quarantaine. Donc, bon, ok, on se limite quand même à l'Empire. Bon, ok, ça fait quand même un peu beaucoup. Puis bon, bah, l'Empire, d'accord, c'est sympa, mais faut quand même un peu de rebelles pour contrer l'Empire. Donc, on élargit au fur et à mesure un peu la gamme de ce qu'on était censé prendre au départ. Et ouais, on se fait souvent un peu des frayeurs sur le budget. Ouais. Ouais, c'est sûr. Moi, avec le temps, maintenant, j'ai plus de budget. C'est vraiment au coup de cœur quand je vais trouver un truc sympa. Mais là, mes coups de cœur, ils deviennent de plus en plus difficiles puisque moi, j'ai tendance à me consacrer plutôt à l'ancien, vraiment au Kenner ou à la première édition. Et puis, du coup, il m'en manque plus beaucoup. Et du coup, forcément, ceux qui m'en coûtent très cher. Donc, ça fait toujours quand même, on réfléchit quand même un petit peu quand il s'agit de sortir 500-600 € avant d'acheter une figurine. C'est pas un truc qu'on fait comme on va prendre une douche, quoi. C'est voilà. Donc on attend quand même de trouver la bonne opportunité. Et parfois, sur les brocantes, ça peut arriver qu'on puisse trouver. Donc on va dire avec le temps, moi j'ai moins de budget. Donc c'est vraiment plus au coup de cœur quand je vais trouver un truc sympa. Voilà. Mais par contre, effectivement, moi je vois par rapport à Coleca sur les utilisateurs, il y a des gens qui, alors ce qu'évoquait Cyril, c'est intéressant parce que il évoquait le fait de faire une sous-collection, c'est-à-dire au sein d'une série, par exemple, je crois que Cyril, tu fais les Black Series, au sein des Black Series, de dire je vais faire l'Empire ou je vais faire les Stormtroopers, c'est déjà se mettre un cadre et se dire on sait à peu près où on va. Comme tu dis, il y a 40 figurines, tu connais à peu près le prix d'une figurine, tu sais à peu près où tu vas. Par contre, il y a des gens qui vont absolument vouloir collectionner l'intégralité de la série Black Series. Et là, pour le coup, il faut un sacré budget parce que il en sort vraiment régulièrement. Oui, je crois qu'on est à plus de 400, on n'est pas loin des 450 figurines là déjà, donc ouais. Ouais, c'est ça. Donc globalement par an, si je dis pas de bêtises, ça doit être une centaine. Hein, je crois que j'ai regardé sur les dernières années, je crois qu'on est autour de 90 Black Series par an. Bon voilà, ça fait quand même un sacré budget si on veut tout collectionner. Et là, on parle que des figurines parce que dès qu'on va attaquer sur les séries vintage collection où là il y a du vaisseau et du machin, on est encore sur des budgets un peu plus hauts et si on veut tout collectionner, il faut non seulement du budget mais il faut aussi beaucoup de place. Alors justement, vous parlez de place. Comment vous gérez l'espace dédié à votre collection? Est-ce que vous allouez une pièce? Est-ce que vous avez un coffre-fort? Est-ce que vous avez justement un coffre à la banque même peut-être? Est-ce que vous avez des endroits très précis dans lesquels une vitrine dans laquelle vous mettez vos figurines, vos packaging, les deux, chez vous ou ailleurs d'ailleurs? Moi, je gère plus. Je crois qu'il y a beaucoup de monde, c'est le cas en fait. Ouais. Là, non, mais globalement, en plus, je suis entre deux maisons là, donc c'est tout est en carton quasiment. Là, je vous ai mis des trucs derrière, mais c'est vraiment pour faire joli. Sinon, globalement, ouais, c'est en carton et ce qui est dehors, c'est mis en valeur un peu pour pas que ça déborde partout, mais ouais, on limite l'espace, on garde de temps en temps, on fait un roulement, voilà, pour montrer. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, de mon côté, moi, je collectionne donc depuis longtemps maintenant. Ouais, ça fait 30 ans, en gros. Donc, j'ai accumulé beaucoup de choses et j'ai essayé, à un moment donné, d'exposer tout ce que j'avais. Et en fait, physiquement, ça rentre pas. Ça peut pas. Tu peux pas. À un moment donné, tu peux plus. Donc, effectivement, j'ai opté pour la vitrine tournante. C'est-à-dire une vitrine dans laquelle tu peux exposer, on va dire 200-300 figurines et puis on va dire tous les ans tu fais un roulement parce que sinon en même temps ça permet de les manipuler parce que moi j'ai gardé le côté tactile, j'aime bien manipuler quand même les jouets parce que je suis pas fan des boîtes donc moi je les ouvre hein. Il y en a qui vont dire que c'est un sacrilège mais je les ouvre et donc voilà, ça permet de les manipuler, de changer un petit peu et par contre si on veut exposer effectivement en boîte alors là c'est compliqué. Là, ouais, non, c'est impossible à gérer ça. Ah, pour ma part, ouais, j'ai un peu comme Xavier, j'ai une étagère où j'essaye de mettre quelques figurines que je fais tourner de temps en temps aussi. Donc 95% de mes boîtes sont quand même ouvertes. Et pour le reste, je range tout dans les boîtes et je mets tout dans une armoire. Voilà.
Elle est pleine à craquer, je peux plus trop en mettre dedans. J'ai 3 de profondeur, plus en hauteur, ça fait 2,20 m, je crois, mais elle est pleine, je peux plus trop. Ouais. Sinon, c'est en carton et en cave. Ouais, il y a beaucoup de cartons. Et moi, je me suis par exemple interdit, ça c'est une règle d'hygiène que je me suis imposée, c'est que je me suis interdit depuis quelques années d'acheter quelques vaisseaux que ce soit Star Wars, puisque je sais que je ne pourrais pertinemment pas l'exposer quelque part, donc il va rester dans un carton. Je pourrais dire je l'ai, mais dans un carton, donc ça sert pas à grand chose. Ouais, Donc moi, voilà, les vaisseaux, c'est le gros problème. Ouais. C'est... il faut une grange, il faut un ranch, je sais pas comment on fait, mais c'est compliqué, ouais. Est-ce que toi, Jean-Baptiste, t'en as déjà quelques-uns des vaisseaux? Ouais, je commence à en avoir trop là. J'ai complètement arrêté d'en acheter parce que je m'en sors plus. Donc, mais de temps en temps, il reste un coup de cœur, donc voilà. Mais Bon, ouais. Du coup, là, quand vous avez des personnes qui viennent chez vous et qui vous demandent de voir votre collection, c'est pas forcément évident en plus de la montrer. J'imagine que vous posez la question deux fois, t'es sûr de vouloir la voir? Parce que là, c'est soit ce carton-là qu'il faut que j'ouvre, soit il faut que j'ouvre l'armoire et je suis pas sûr que ça tombe pas dessus, soit il faut voir la vitrine. Ah, je sais plus si c'est celle du mois de décembre ou celle du mois de janvier. Ouais, c'est ça. Mais en fait, je pense que quand tu collectionnes quelque part, t'as quand même toujours envie de partager quelque chose. Donc, comme on disait, je pense qu'on a tous un endroit où on peut montrer quelques trucs. Après, montrer tout, je pense quand on est gros collectionneur, soit on a effectivement bien les moyens de pouvoir tout exposer, les moyens physiques et financiers, parce que ce sont tous les moyens physiques en fait. Hein. Mais sinon, effectivement, on va montrer un petit truc, on va montrer le dernier truc qu'on a acheté ou le truc plus sympa qu'on ait, mais c'est difficile d'arriver à tout montrer quand même. Et puis il faut trouver les gens passionnés en face, hein, parce que là, au bout d'un moment, tu passes un peu vite pour. Mais pourquoi tu fais ça? ouais, moi pour le moment, elle se montre d'elle-même parce que les seules pièces que j'ai sont mises à la vue de tout le monde, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais effectivement, si un jour je peux faire une visite guidée, ouais, ça sera compliqué. Faut ouvrir un petit musée personnel pour montrer Ouais, une toutes les pièces. dépendance au fond du jardin, quelque chose comme ça, peut-être un jour. Ouais. Mais ouais. Ça se pratique. Faut négocier, c'est la salle de bain ou la salle de collection. Qu'est-ce qui est le plus utile? Au bout d'un moment, c'est l'odeur qui parle. Si ça gêne trop, on choisit la salle de bain. Ah, ça peut revenir vers certains personnages. Du coup, vous dites que vous avez une collection qui est assez importante. Vous avez une idée un peu de la valeur de votre collection? C'est une valeur sentimentale? Est-ce que vous regardez un peu la valeur financière qu'elle a, et que des fois vous cherchez à faire des transactions ou des échanges ou des ventes qui peuvent être intéressantes pour vous, ou c'est vraiment que l'émotionnel et que la valeur personnelle qui vous importe? Alors pour moi, c'est surtout c'est vraiment une valeur sentimentale en fait de ces bouts de plastique finalement. La valeur en fait que je lui attribue, c'est uniquement la valeur monétaire du prix où je l'ai acheté. Ça commence à faire quelques milliers d'euros déjà, et ça va vite. Et ouais, non, en fait, je cherche pas non plus à m'engraisser en fait en revendant des pièces de collection comme celle-ci. Les boîtes, je les ouvre, donc je pars du principe qu'une fois que la boîte est ouverte, elle vaut plus grand chose. Elle vaut le prix du plastique et du carton, donc c'est pas énormément, c'est pas énorme. Donc ouais, non, en fait, je pars du principe aussi quand j'achète un produit, c'est que je vais le garder. C'est vraiment pas pour l'échanger ou le revendre derrière. Après, pour réduire les frais de livraison, les trucs comme ça, je peux en prendre 2 pour revendre à des collectionneurs au prix où je l'ai acheté au final. Je me fais vraiment pas d'argent sur la revente de produits comme ça. Ouais. C'est pas mon état d'esprit en tout cas. Collectionneur. Moi, je pense que c'est le cas pour beaucoup de collectionneurs, en fait, quand tu commences à, enfin, quand ça dure. Je veux dire, quand ça dure. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire, bah, tiens, maintenant, je collectionne ça. Et puis, ils vont s'y mettre. Et puis, en 3 mois, c'est réglé, ils ont tout, quoi. Donc, et globalement, ce qui se passe avec ce public-là, c'est au bout d'un an, ils revendent tout parce que, voilà, c'était le simple fait d'aller chercher les figurines qui les faisaient kiffer. Et alors que nous, on est quand même plus sur de l'affectif. Enfin, j'ai l'impression, hein, on est peut-être un peu plus sur de l'affectif où on a quand même un historique, on va dire, on a un passif par rapport à une histoire par rapport à ces jouets. Donc, on a envie de les faire vivre et de les conserver. Et moi, personnellement, c'est pareil. J'ai beau, sur Coleka, on a un outil qui permet d'estimer la valeur de sa collection. Et
Je confesse que personnellement sur la collection Star Wars, moi je ne regarde jamais parce que c'est même pas, j'ai même pas une étincelle dans ma tête qui se dit tiens je vais vendre ça. C'est non. Donc comme Cyril de temps en temps ça m'est arrivé pour économiser les frais de port d'en acheter au lieu il me manquait une figurine, bah j'en achetais 2 ou 3 histoire de me dire bah tiens ça va me financer les frais de port puis peut-être la mienne au passage. Donc on essaie de limiter, on achète plusieurs de la même figurine, mais dans l'idée quand même de la conserver. Donc c'est de conserver ce qu'on a pour nous. Donc finalement la valeur en plus elle est comme disait Cyril, elle est quand même très proche de ce qu'on généralement de ce qu'on a acheté quoi. À part sur le vintage vraiment, mais il y a pas énormément de choses qui ont des prix qui montent en flèche ou ça arrive, mais c'est pas, on peut pas dire que c'est une règle. Je vais acheter ça et je sais que dans 10 ans ça va faire x10 sur la valeur, c'est pas vrai quoi. Donc Non, mais il y a quelques raretés et puis on les connaît, mais déjà de base pour les trouver et les acheter, faut soit être au bon endroit, soit déjà dépenser beaucoup. Donc moi pareil, je cherche pas à acheter des figurines pour les revendre ou parce que je sais qu'elles vont valoir quelque chose. Et de toute façon, je revendrai pas. Donc voilà. arrêtez de parler de ça. On a compris, même les vaisseaux, tu les garderas. Ouais, au pire, non, je les garde. Il n'y a pas de pire. Du coup, il y a quand même un phénomène donc de spéculation, ce que vous voulez mentionner sur ces collections, mais qui est quand même un gros phénomène. C'est quand même quelque chose de très marginal et tous les collectionneurs sont plutôt des passionnés qui souhaitent pas faire d'achat-revente, mais qui veulent vraiment conserver la collection et l'agrandir au fur et à mesure des siècles. Alors, je pense que sur les produits Star Wars, il y a eu des grosses spéculations. Parce qu'au départ, Kenner, il y a eu peu de figurines produites. Et du coup, le marché s'est vraiment envolé. Mais de nos jours, la quantité en fait de figurines qui sont produites, elle est quand même beaucoup plus massive. Et on retrouve forcément ces figurines un peu partout dans le monde. Il y a des phénomènes, alors c'était surtout présent aux États-Unis, maintenant ça se développe un peu en Europe malheureusement, où c'est des familles qui ne connaissent rien à Star Wars, qui achètent tout un rayon pour la revendre plus cher sur Internet. Et du coup, ça fait monter les prix et de fil en aiguille, en fait, beaucoup de personnes font ça et ça augmente le quota et la rareté des produits puisqu'ils sont dévalisés par une seule famille. C'est des problèmes qui sont quand même assez rares, mais qui existent et qui font augmenter justement ces produits. Après, le fait d'avoir des ventes en ligne, comme eBay, Le Bon Coin, etc., on voit beaucoup de produits en vente, chers, qui font aussi monter les prix. Parce que tout le monde se dit, ah bah je l'ai vu à ce prix-là sur eBay, alors je peux le mettre plus cher, ou un peu moins cher. Mais en fait, les produits qu'on voit sur eBay, etc., c'est des produits qui se vendent pas. Quand on voit une figurine à 600 €, elle vaudra jamais ça. Et pareil sur Amazon, en second vendeur, on voit des produits qui valent la peau des fesses pour un bout de plastique au final. Et il y a vraiment une spéculation sur les figurines qui sont liées aussi à la méconnaissance de la gamme. Quand je vois en fait le prix x2 pour une figurine, pour moi ça ne vaut pas ça. Et à titre personnel, j'achèterai jamais une figurine au-delà du prix de vente. C'est vraiment inconcevable, à part pour les vieilles collections qui n'existent plus depuis. Mais ouais, en fait, l'inflation en fait, des figurines, elle est aussi due à vraiment ces spéculateurs qui, parce que c'est écrit Star Wars dessus, en fait, veulent le vendre plus cher parce qu'ils savent qu'il va y avoir peut-être un collectionneur qui recherche cette figurine-là et qui sera prêt à dépenser cet argent-là. Mais ce qu'il y a, c'est que dans le temps, en fait, dans l'absolu, il pourra le vendre. Mais quand? On sait pas. C'est aujourd'hui de se dire, je vais acheter ça, je vais assécher un marché, je vais en prendre plein, je vais tout revendre. Enfin, de mon expérience, en tout cas, je pense que ça marche plus. Sauf peut-être sur les extrêmes nouveautés. Mais il y a pas de, en plus, sur les gammes Hasbro, en tout cas, à ma connaissance, il y a pas de série limitée. Donc, en fait, il y a pas de, on sait, il arrive sur certaines marques où ils disent, on sort ce machin à 500 exemplaires, et là, oui, on peut imaginer qu'il va y avoir la guéguerre pour les obtenir. Mais sur Hasbro, il n'y a jamais eu ça. Donc, sur les Black Series, il y en a eu quelques-unes sur les First Edition. Ah oui, peut-être, oui. Avec les boîtes blanches. Ouais. Et qui ont été très, très recherchés, et ils se sont vite vendus. Parfois trop.
Et ouais, du coup, ouais, le prix a plus que doublé, voire quadruplé pour certaines. Ouais. Ouais, ouais. Mais d'autant plus que c'est typiquement, si je dis pas de bêtises, ces figurines-là, c'est une figurine qui est sortie First Edition. Et puis les suivantes ne s'appelaient plus First Edition, mais la figurine C'est était ça. pour autant exactement la même. C'était exactement la même. Ouais. Voilà, C'est juste donc l'emballage qui changeait. Ouais. voilà. Donc et Encore un Hasbro sont quand même marketing. assez forts. Voilà, Hasbro sont assez forts pour ça. C'est à te faire croire qu'il y a un nouveau Dark Vador. Alors moi, j'attends toujours le Dark Vador qui fait son building parce que celui-là, on l'a pas encore vu. Mais des Vador, il y en a eu, je sais pas combien. J'ai pas compté, mais je pense que sur Hasbro, il y en a peut-être 200, je sais pas. Mais il y en a énormément. Donc et souvent dans le tas, c'est un peu le même. Hein. Alors des fois, il a le petit doigt qui fait ça, voilà, donc ça bouge un peu, mais enfin, c'est vraiment les mêmes choses. Donc pareil, ces histoires de spéculation, pour un collectionneur globalement, la spéculation c'est jamais très bien vu. Ça existe, et puis ben bien leur en face quoi. Non, et puis sur Star Wars, je trouve que ça se retrouve plus sur d'autres gammes de collections que sur vraiment les Hasbro, où là, je trouve ça va. À part les raretés qui arrivent pas forcément en Europe, là où il faut un peu dépenser d'argent, mais sinon, on s'en sort bien sur Hasbro. Oui. Oui, parce que Star Wars, même je sais que depuis plusieurs mois et années, sur tout ce qui est sabre laser et autres, là, il y a un phénomène plutôt plus rare en tout cas et de plus de demandes et en plus il y a des phénomènes de personnalisation de ce que j'ai pu voir et là peut-être que je pense que ça s'applique un peu plus la spéculation par rapport à quelqu'un qui va faire son sabre entre guillemets sur mesure et qui va avoir des éléments qu'on trouvera que à Disney World et qu'on trouvera pas à Disneyland Paris ou dans d'autres commerces. On est sur du jouet là, jouer vraiment là. C'est ça. C'est les sabres que tu fabriques dans les parcs là. C'est ça. Ouais, il y a il y en a qui sont joués et d'autres qui ont des matériaux qui sont moins plastifiés on va dire. Ouais, mais du coup, ça, c'est des produits exclus parc, alors c'est encore autre chose, je pense. Sur les sabres Hasbro, les séries Hasbro, bah, comme celui qui est derrière, là, c'est une série classique d'Hasbro. Ça, il n'y a pas vraiment de spéculation. Faut juste arriver au bon moment pour l'avoir, mais sinon, après, c'est des produits qui sont assez. Niveau des prix, on se retrouve dans une gamme qui fluctue un peu, mais Oui, rien ça de c'est particulier. ouais. Et justement, ce que vous dites, il n'a pas spécialement pour le moment, est-ce qu'un phénomène type événementiel pourrait faire fluctuer ses prix, ses sorties, donc ça va être une question 3 en 1, ses prix, ses sorties et cette spéculation, puisque je prends un exemple classique qui est d'actualité, les 25 ans de Pokémon ont fait fluctuer beaucoup de choses en termes de prix, de sortie, de rareté. Est-ce que pour les 50 ans, et après les 60, toutes les décennies, 70 ans, etc., Star Wars, ou de tels films d'ailleurs, dans certains films, il pourrait y avoir justement ce phénomène qui s'applique et on pourrait voir des gens venir euh, sur ce nouveau marché pour eux et faire justement je dirais, achat compulsif de plusieurs séries à des prix qui sont plus déraisonnés, entre guillemets. Moi, je pense que sur Star Wars, c'est stable depuis le début, en fait. Et je pense que peut-être Cyril aura des jouets à montrer, mais ils en sortent, comme tu l'évoquais, pour les 25 ans, les 30 ans, les 35 ans, les 40 ans, ils sortent toujours un truc. Donc, il y a eu les 40 ans de Star Wars. Après, ils nous ont fait les 40 ans de l'Empire contre-attaque. Je pense que dans 2 ans, ils vont nous faire les 40 ans du Retour du Jedi. Donc, en fait, c'est devenu des non-événements en fait. C'est juste des nouveaux packaging qui vont sortir. Et pour te répondre sur Star Wars, voilà, typiquement les 20 D'accord. ans de l'épisode 1, le Dark Dark Maul, Maul. voilà. Donc une réédition d'une Là, ils font figurine. même les 50 ans de Lucasfilm, alors ils s'inventent même eux-mêmes des Voilà, c'est anniversaires. ça. Ouais. Enfin, c'est sans arrêt. Tous les ans, il y a un événement en ce moment, donc voilà. Voilà. 50 ans. Merci Cyril. Quelle figurine Cyril n'a pas? C'est la question. Beaucoup encore. Ah oui, je pense. Non, donc je pense que sur Star Wars, c'est un événement. Pokémon, c'était un peu différent parce qu'il y avait pas d'événement. Donc là, c'était l'occasion de faire ressortir le truc. Mais Star Wars, en fait, ils surfent dessus depuis 97, en fait, vraiment. Ils surfent vraiment dessus tout le temps. Il y a toujours un truc à fêter. C'est la fête de, on sait pas quoi, mais il y a toujours quelque chose à célébrer, quoi. Oui, l'anniversaire d'un personnage au pire ou quelque chose comme ça. Ils en sont pas là quand même encore, ça va. On On verra. n'a pas les états civils officiels de date de naissance. Puis c'est pas les mêmes calendriers, surtout. On serait emmerdé pour. Ouais, c'était il y a tellement longtemps, de toute façon, ils arriveraient pas à écrire tous les chiffres. Ok, alors, les anniversaires des acteurs et actrices, ça c'est plus faisable déjà. Ah, ça c'est possible. Ouais, mais ils le font pas encore non plus. Ça, je pense pas que ça soit dans l'air du temps encore de faire ça. Non, j'espère pas pour vous et pour personne. C'est pas, on arrive à des anniversaires toutes les semaines, l'intérêt n'est plus présent. Alors,
pour votre collection, de ce que j'ai pu comprendre, vous conservez quasiment toute votre collection ouverte, c'est-à-dire non scellée. Si vous conservez certains éléments scellés, quelle est la raison? Alors, j'ai pu voir pour Cyril que c'était par exemple des packagings très spécifiques, les anniversaires ou autres. Est-ce qu'il y a des packagings qui font que vous avez plus envie de conserver la figurine dedans, ou c'est vraiment au hasard, ou un manque de place, un manque d'éléments? Qu'est-ce qui fait que vous conservez plus telle figurine scellée qu'une autre? Alors, je vais juste commencer. Vraiment, cette figurine-là, c'est parce que c'est une exclusivité, qu'elle est pour les 20 ans, donc la figurine de Dark Maul, et que, en fait, c'est une carte qui est irisée aussi, donc ça se voit peut-être pas trop. Donc ça brille un peu, et du coup, je trouvais assez ça sympa de l'avoir encore en l'état. J'en ai acheté une deuxième que j'ai ouverte, hein. C'est ce que Mais j'allais voilà. dire, c'est quand même souvent on fait ça. Quand il y a des belles boîtes, des fois on en achète deux, une pour ouvrir pour quand même toucher le bébé, et une deuxième parce que les emballages sont parfois très beaux. Hein. Les nouveaux là, C'est ça. Et vraiment, mon autre coup de cœur que j'ai toujours pas ouvert, c'est celle-ci. Alors, elle fera un peu débat puisque Disney, ne voulant plus avoir la mention esclave en fait sur ses packaging, et voulant faire la référence à ce personnage esclave d'un autre, je pense que cette figurine ne sera jamais ressortie en fait pour cette gamme-là. Ouais, là, je crois que celle-là, on peut l'oublier, effectivement. Donc voilà, elle va rester dans sa boîte précieuse. Personnellement, moi Sinon, sur toutes les. autres, Ouais, je t'ai coupé, Cyril. ouais, non, toutes les autres seront ouvertes et déballées pour jouer avec justement. Ah bah oui, forcément. Moi, historiquement, j'avais envie au début quand même de les garder emballés. Et à un moment donné, ça prend quand même énormément de place. Quand on garde tout emballé, ça prend une place infinie. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que je garde un exemplaire de chaque gamme emballé. Comme ça, je pourrais me faire, si jamais je suis en colère, je pourrais me faire une vitrine en disant voilà la collection machin, et l'emballage il ressemblait à ça globalement. J'en garde un emballé, les autres sont ouverts. Et il arrive effectivement de temps en temps, comme disait Cyril, qu'il y a une super boîte qui sort où il y avait notamment, je crois que c'était en 99, il y avait la 500e figurine de Hasbro qui était sortie, donc c'était un Boba Fett qui avait une boîte spécifique écrit 500e figurine. Enfin, donc voilà, c'est des trucs occasionnels qui effectivement sont un peu dénaturés si tu les ouvres, puisque le Boba Fett en question, j'imagine que c'est exactement le même qu'il y a dans une autre boîte, mais c'est juste l'emballage qui est différent. Donc voilà, il y a certaines fois on va garder la boîte, mais moi personnellement, j'ai pas de motivation particulière à me dire celle-là, faut que je la garde dans une boîte. Après, par contre, si les gens sont affûtés et qui veulent revendre derrière, effectivement, on sait que quand il y a des gammes qui sortent de chez Hasbro, les packaging, je crois qu'ils sont ventilés, ou c'est des vagues de 6, si je dis pas de bêtises, de 5 ou 6 figurines. Et dans le carton, t'as un personnage, il va être 4 fois, il y en a un autre, il va être 3 fois, et il y en a un, il va y être qu'une seule fois. Donc, effectivement, si tu arrives à savoir lequel est disponible une seule fois dans le carton, tu peux te débrouiller pour te dire, tiens, celui-là, je vais quand même en garder un emballé parce qu'il risque de prendre un peu de temps. Alors, du coup, par rapport à votre choix, j'imagine, Jean-Baptiste, que tes faisceaux, tu les gardes tous dans les cartons, bien sûr, pour le souci de place. Ouais, quand j'ai les boîtes, parce que les vieux, j'ai plus les boîtes, malheureusement. Mais ouais, les nouveaux que j'achète, j'essaie de garder les boîtes pour les ranger plus facilement, effectivement. Ouais, et puis en plus, plus fragile peut-être que les figurines. Non, pas forcément. Ils sont plutôt robustes à ce niveau, il n'y a pas de souci. Après, c'est les petites pièces, effectivement, les petits missiles, les petits trucs. Bon, ça, on a tendance à les perdre, mais. Mais globalement, un vaisseau, quand tu l'as monté, il rentre plus dans sa boîte, hein, de toute façon. Ouais, c'est difficile de. Je voulais vous montrer à la base, j'ai une canonnière de la République Hasbro. Je voulais la montrer, mais j'ai tellement galéré à la ranger que je la laisse dans le Ça se comprend. Ça se comprend. On a parlé justement de pas mal d'événements et d'échanges qu'il peut y avoir avec tous les autres collectionneurs. Comment vous échangez au quotidien ou de manière régulière avec la communauté? Est-ce que vous avez justement des plateformes? Je pense que là, vous allez avoir chacun des éléments à apporter, des plateformes, des réseaux et des préférences. Est-ce que vous échangez avec des personnes françaises, européennes, internationales, dans toute la galaxie, peut-être? Je vous écoute. Alors déjà, je pense on a notre propre forum sur Star Wars Universe où il y a vraiment un coin collection. Donc on parle de toutes les nouveautés, etc.
de la part d'Hasbro et des autres marques. Et on a aussi un coin pour la revente et les recherches en fait de figurines. Au-delà de ça, Facebook aussi a apporté pas mal de choses au niveau des groupes. Donc il y a des groupes qui sont spécialisés pour les Black Series, des groupes spécialisés dans le Vintage Collection, et francophones et international. Donc ouais, il y a un peu de tout. C'est assez facile maintenant de trouver des collectionneurs en fait du même type de gamme qu'on collectionne. Et généralement, il y a les bons plans qui sont partagés, etc. Les bons sites, les sites qu'il faut éviter, les contrefaçons. Voilà. Ah ouais. Moi, de mon côté, moi, c'est un peu particulier puisque je suis à l'origine du site Coleca, qui est un site dédié aux collectionneurs. Donc, forcément, le but du jeu, il est de mettre en relation des collectionneurs entre eux. Ceci dit, nous, on n'a pas encore de partie forum donc, pour la discussion. Donc, effectivement, ce que disait Cyril est tout à fait valable. Les gens qui veulent vraiment échanger, discuter autour des thématiques de collection, ils se retrouvent beaucoup effectivement sur Facebook et sur des forums dédiés. Donc nous, ce qu'on a mis en place, c'est des outils qui permettent de savoir où on en est dans sa collection et éventuellement d'échanger avec d'autres collectionneurs si on a des doubles, de revendre, de racheter des trucs comme ça. Mais effectivement, sinon, il y a pléthore concernant Star Wars de sites qui font quand même, qui font le relais sur toutes les nouveautés qui sortent, etc. Donc on arrive à trouver l'info assez rapidement. Et les forums, après, prennent bien le relais pour se tenir informés entre collectionneurs. Ouais, moi, j'ai pas d'outil particulier. Je suis assez solitaire dans ma recherche de collection, finalement. Et après, pour l'aspect communauté, je suis aussi chauvin. Voilà, Star Wars Universe sur le forum. Et puis, par rapport à Coleca, on n'a pas tous les outils que vous mettez en place, mais on a déjà mis en place, par contre, le listing par collection, tout ça. Ouais, on a une bonne base de données. Oui, il y a beaucoup de choses. Ouais. Voilà, et puis on n'est pas que Hasbro, on essaye vraiment de le remplir au mieux, notre base de données collection, là, ça commence à être assez conséquent. Je sais pas si on peut le dire comme ça, mais je pense que niveau Star Wars, on doit être la plus grosse base de données collection actuellement, parce que là, on a des petites mains, dont Cyril, qui ont abattu un boulot assez dingue là-dessus, donc voilà, c'est mon outil principal en tout cas. Bon, on regardera, parce qu'on en a pas mal sur Coleca. Mais on a plein de produits japonais, nous aussi, hein, attention. Ah ouais. Mais est-ce que vous avez les vaches qui ris Star Wars sur Star Wars Universe? Non, ça je crois pas, non. Alors, voilà. Il y a plein de choses. On fera les comptes. Ou les vignettes, vous savez, les vignettes, je crois que c'est Leclerc qui fait aussi. Ouais, ça, oui. On a au niveau des cartes, pareil, on a un accro aux cartes. Je crois qu'on a plus de 30 000 références de cartes. Ouais, ça devient. Non, il y a de quoi faire. Mais c'est sûr que c'est la vache à lait, Star Wars. Il y a depuis le temps, tout ce qui est sorti, moi honnêtement, je trouve ça très ludique justement de se renseigner sur tout ce qui est sorti parce qu'on découvre des choses assez incroyables. C'est partie d'une des plus grosses franchises, tout simplement, de l'univers médiatique. Oui, carrément. C'est surtout qu'ils ont un peu inventé le merchandising moderne, donc voilà, George Lucas a eu la fin là-dessus, ça a permis de créer beaucoup de choses qui existaient. Sans Star Wars, je pense que beaucoup de choses n'existeraient pas aujourd'hui, quoi. Au niveau de la collection, en tout cas. Sinon, les sabres laser. A priori. Est-ce que du coup, vous mettez des rappels pour les dates de sortie, vous faites des petites annonces, des choses comme ça pour voir sur des produits particuliers, sur des séries particulières qui peuvent tomber. Celle-là, elle va sortir ce jour-là, je sais qu'il va y avoir du monde parce qu'elle a attendu, parce qu'il y a tel personnage, ou vous mettez des annonces que vous cherchez tel produit, ou pas du tout, et vous y allez parce que vous avez plus ou moins la date, et vous dites, allez, je vais tenter ma chance dans cette période-là. Alors, pour nous, sur Star Wars Universe, généralement, en fait, avec Hasbro, c'est assez simple. C'est qu'Hasbro annonce une figurine, le jour suivant ou 2 jours suivants après, elles sont déjà en prévente sur la plupart des sites spécialisés. Ouais. Donc, tout le monde se rue dessus et au bout de 2-3 heures, il n'y a déjà plus rien. En gros, c'est un peu ça maintenant, la nouvelle façon de faire. Après, il faut vraiment chercher ou connaître les bonnes adresses ou des bons sites qui ont ces figurines-là et qui auront suffisamment de stock pour les écouler. Ah, mais quand c'est les préventes, ils ont tous suffisamment de stock.
Alors, j'ai une surprise comme quoi Je sais. on peut être en pré-vente et au final on nous annule la commande parce que Ah, mais oui. stock. Non, mais c'était une blague. Mais effectivement, dès que c'est annoncé, tout le monde annonce qu'ils vont pouvoir le vendre et globalement, il y a beaucoup de déçus. Donc, La frustration justement des fameuses précommandes et ouais. qu'on voit annuler quelques jours, quelques semaines après. Ah ben, souvent, c'est même 1 an après, quoi. C'est-à-dire que on commande un truc, on sait que ça va sortir dans 6-8 Dans 6 mois. mois, ouais. Ouais, et puis finalement, au moment où c'est sorti, bah, tout le monde l'a, et puis toi, te dit, ah ben non, toi, tu l'auras pas. Parce que on n'en a pas assez, donc toi, tu l'auras pas. Ah, voilà. Et en tant qu'Européen, c'est très compliqué, en fait, en plus, parce que Alors, les exclusivités Hasbro sont souvent France, américaines. Hasbro France a quand même fait pas mal de progrès dans la distribution des figurines. Depuis 4 ans maintenant, il y a vraiment un peu plus de développement au niveau des Marchand. Ouais, c'est ça. Il y a des sites maintenant qui ont été contactés par Hasbro justement pour vendre directement des produits plutôt que des grosses enseignes comme Amazon ou Carrefour ou Micromania. Donc, quand les vendeurs sont sérieux et qu'ils arrivent à vendre suffisamment de produits, Hasbro arrive quand même à les contacter pour passer en direct plutôt que encore passer par un revendeur, etc. Ça permet comme ça justement aux vrais fans de trouver rapidement ce qu'ils cherchent sans avoir à avoir ce petit souci de personnes qui sont moins entre guillemets fans mais qui vont quand même acheter ou qui vont faire une razzia justement pour la fameuse spéculation qui est pas forcément existante mais qui vont quand même essayer d'obtenir. Ouais, maintenant, il y a beaucoup de limitations aussi pour les préventes, justement limitées à 2 par personne. C'est un peu plus fréquent. Il y a quelques années, c'était pas du tout le cas et il y a eu un peu de l'abus. Et puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans la communauté se disent aussi pourquoi pas en produire plus, mais si en produire plus pour qu'il y en ait plus qui restent en stock dans les boutiques ou qui restent en rebut, mise en rebut ou autre, l'intérêt n'est pas présent non plus. Ça se met pas au rebut, hein. Tu peux pas, hein. C'est non recyclable, c'est marqué sur les boîtes. Je crois qu'en France, on est à peu près à 3000 unités, je crois, par figurine en vente. D'accord. Ah, t'as cette info? D'accord. Ah ouais. C'est pas Quelques-uns. Non, c'est déjà une belle quantité quand même, c'est pas négligeable. Donc les exclusivités, ça tourne autour de 1000 unités, je crois, et puis pour les régulières, 3000, ouais. Sur l'ensemble de la France, ouais. En fait, je pense que sur les personnages, ça paraît pas beaucoup, et pour d'autres personnages, ça va être presque beaucoup trop, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, voilà. Le juste milieu. En parlant de personnages et de figurines, quel a été votre premier achat? On peut poser la question 2 fois. Le premier achat que vous avez reçu du coup en tant que cadeau, parce que vous avez tous joué avec au départ. Et puis votre premier achat que vous avez fait vous-même avec vos propres économies, salaires, ou autres d'ailleurs, que vous avez votre propre argent. Alors, je vais commencer. Mon premier, je m'en souviens même plus, mais je pense que c'était une figurine Star Wars Power of the Force. Et il me semble que c'est Luke bodybuildé sur un espèce de speeder qui n'apparaît nulle part dans les films. Ah, je l'ai aussi celui-là. Voilà. Donc, je pense que c'est celui-là. Après, vraiment, c'est ce qui m'a le plus marqué, c'était des micro-machines, je crois, qui étaient assez bien détaillées pour l'époque, des petits modèles. Voilà. Après, avec mon argent, c'était ma première Black Series. C'est vraiment pour commencer la collection. C'était celui-là, le Stormtrooper de la première gamme en orange en 2014, je crois. Et ouais, c'était vraiment le coup de cœur en fait. Quand j'ai vu cette figurine, j'ai dit, elle est plus grande, elle est plus détaillée, elle est vachement bien articulée parce que c'était je crois qu'il y avait le plus de points d'articulation à ce moment-là. Et je pense que ouais, c'est cette figurine qui m'a fait plonger dans cette gamme-là et c'est à cause d'elle, je sais pas si je peux dire ça, que je collectionne les Black Series maintenant depuis. Et 22 € à Virgin Megastore de la Défense, je crois. Eh ben ouais, eh ben non, mais c'est ça, hein. C'est plus les mêmes prix maintenant. Non,
De mon côté, moi, mon premier que j'ai eu, donc c'était en 83. C'était le même Luke que toi, mais il avait pas le skiff en dessous là, parce que effectivement, il y a moins d'imagination en 83. Donc le premier Luke Jedi de 83, et le premier que j'ai acheté, je pense que ça, avec mon argent, c'était avant 97, parce que et c'était dans la période creuse, la fameuse période morte où il y avait rien qui sortait. Donc c'était des choses que j'ai achetées en brocante en fait, où je trouvais des jouets vintage Kenner sur les brocantes. Alors lequel c'était, je ne sais plus, mais c'était toute une période de ma vie où j'en achetais beaucoup. Ouais, et puis bah moi le premier c'était sans doute, bah c'était la même gamme, hein, les Power of the Force, mais c'était plutôt le Luke pilote je pense, et sans doute même avec le X-Wing qui allait bien, mais je pense que c'était celui-là le premier. Mais j'ai eu la première vague, je l'ai en entier, donc je pense que ça a suivi. Et le premier perso, aucune idée. J'en ai eu tellement, ceux de 10 cm, j'en ai tellement que je sais pas la première que j'ai achetée, mais ceux que je me souviens vraiment, c'est quand la Vintage Collection a commencé, donc c'était 2008, je crois. Là, je sais que voilà, j'étais en achat régulier sur les sorties, ça a commencé là, les achats plus réguliers, mais avant, mystère. Et quel a été maintenant votre dernier achat? Moi, Parmi les précommandes. Bah, justement, on peut mettre et ou prévente. Moi, c'est ça. C'est un Yak Face Vintage Collection. Parce bien. que, voilà, parce que emballage pété, enfin bon, bref, ça, hop, personne ne voit. Pourquoi? Parce que Yak Face, c'est un peu la figurine mythique de la gamme la vieille gamme de Kenner. Donc, autant dire que le vieux Yak Face de 84, je l'aurais jamais en emballage. Donc là, c'était juste me dire, bah voilà, ça y est, je l'ai. Puis je l'ai payé 15 balles, et puis voilà. Bah ouais, les derniers, ils sont là-bas, je vais les chercher, et puis... Pour ma part, la dernière figurine, je m'en rappelle même plus tellement j'en connais. Et ouais, non, ça arrive par vague généralement, parce que c'est commandé, puis ça arrive quand ça arrive. C'est le problème aussi des préventes. Il y en a beaucoup trop. La dernière prévente que je crois que j'ai faite, c'était pour Grido, Power of the Force, en version Black Series justement. Parce que c'est un des derniers en fait de la gamme des chasseurs de primes qui me manque. Voilà. J'ai tous les autres sauf Grido qui se faisait un peu trop difficile à avoir en version bleue. Donc ouais, mais ça arrivera au mois d'avril je crois l'année prochaine. Donc. Du coup, Jean-Baptiste va nous montrer ce qui... Ouais, donc on parlait de convention tout à l'heure, donc c'est justement la génération QC de cette année. J'ai acheté le Max Rebo Band. Donc voilà, c'est le Power of the Force 97, donc un peu plus tard, parce que c'était le Retour de Jedi, donc 98, 99, je sais plus. Mais donc voilà, il y a le groupe presque au complet. Voilà, le dernier petit plaisir de cette année. Que tu gardes scellé, du coup. Pour le moment, on verra quand je pourrai les exposer comme il faut. Avec la vitrine conséquente. C'est ça. Ok, alors, j'ai une petite question qui est en aparté de la collection. Est-ce que vous faites tous les ans, j'allais dire de manière périodique, un rallye sur les films et sur l'univers, parce que maintenant il y a des séries, Star Wars? Tous les ans, non. Non, plus. J'ai commencé à les faire quand les nouveaux films Disney sortaient. Je me les refaisais quand même avant, histoire d'être dans le bain. Mais voilà, c'était pour le délire de la sortie des films. Mais sinon, j'ai ralenti vachement. Ouais, c'est là, on est à plus de 20 heures de films là. Ouais, là, ça devient compliqué, ouais. Ça commence à faire pas mal, ouais. Ouais, pareil que Jean-Baptiste, en fait. Avec la sortie en fait des nouveaux films, c'était intéressant de les refaire et puis moi je pense qu'on les a toujours en mémoire et puis à force de les revoir une vingtaine de fois, je pense qu'on s'en souvient bien. Je veux dire, on les connaît à peu près par cœur en fait déjà. Voilà, je pense qu'on connaît toutes les répliques, etc. Donc les revoir pour juste chaque année, je vois pas trop l'intérêt pour moi. Non, puis passer 40 ans, au bout d'un film et demi, si t'arrives à rester éveillé, t'es quand même bon. Hein. Je vous préviens, je vous le dis. Hein. Est-ce qu'un film et demi version longue ou un film et demi classique? Ah, il n'y a pas de version longue. C'est... Version originale. Il y a des versions, mais il n'y a pas de version longue. Il y a des versions.
Alors, je vais revenir plus sur la collection. Quel est jusqu'ici votre meilleur souvenir de collection? Pas forcément votre meilleur objet, mais votre meilleur souvenir. Ça peut être justement un événement, ça peut être un achat, ou ça peut être juste la découverte d'une nouvelle série qui sortait. Moi, j'ai une histoire assez improbable, mais personne ne croit, mais je la raconte quand même. Mais c'est vrai en plus, hein. C'est que moi, donc à l'époque, je faisais beaucoup de brocantes et je me levais très très tôt pour aller faire les brocantes. Donc je te confirme, Jean-Baptiste, que quand tu te lèves tôt, tu trouves plus de trucs. Et je me levais habituellement vers 4h30, 5h du mat, vraiment pour y être au tout début, pendant que les gens ils ouvrent le coffre et que tu vois ce qui sort. Et un dimanche, je me suis levé super tard. Mais genre, je me suis réveillé à 11h30, puis il fallait quand même que j'aille au puce. Je me disais, non, faut y aller, c'est pas, même je trouverai rien, mais je vais y aller. Et j'y vais. Et j'arrive sur un stand, et puis le truc improbable, c'est que là, je trouve un mec qui vendait un Jawa Cap Vinyl. Donc, c'est-à-dire la figurine à peu près la plus rare de Kenner. Et je bafouille, et le mec, je dis, vous le vendez combien, le bonhomme? Et le mec, il me dit 2 francs. À l'époque, il me le vendait en francs. Et là, pour la gloire, je lui ai dit, 1 franc, c'est bon. Et il m'a vendu 1 franc. Donc, j'ai un Jawa Cap Vinyl que j'ai acheté 1 franc. Et c'est un original, puisque, donc le Jawa Cap Vinyl, pour la petite histoire, en fait, ça a été édité pendant très peu de temps, parce que ça se pète tout le temps. C'était un vêtement, il avait une cape en plastique, et cette cape en plastique, elle pétait. Dès que les gamins jouaient avec, elle se pétait. Donc, au bout d'un moment, ils l'ont remplacée par une cape en tissu. Donc, les capes en vinyle, il y en a plus beaucoup. Voilà. C'est la petite histoire. J'ai pas vraiment de gros souvenirs, mais par contre en brocante j'ai aussi une petite histoire. J'avais trouvé le Boga, la créature de Obi-Wan de l'épisode 3, l'espèce de gros lézard vert là. Je l'avais trouvé pour 3 fois rien une brocante, mais sans la figurine. Et j'ai retrouvé la figurine plusieurs années plus tard, pareil, toute seule, isolée, et pareil, 3 fois rien. Donc j'ai enfin pu les réunir à, je sais pas, 5-6 ans d'écart. Voilà, ça c'était aussi une petite trouvaille rigolote. Ouais. Moi, je pense que c'est, à force de chercher, de chiner, c'était de trouver le Speeder Bike plus le Scoot Trooper en version Black Series, qui était assez difficile à trouver à l'époque. Et un jour, je sais plus sur quel site je cherche, je fouille, et finalement je tombe dessus, et c'est vraiment le meilleur souvenir, c'est quand je le reçois et je dis ah ouais, en fait c'est grand, parce que parce qu'en fait ouais, ça prend de la place, et à exposer c'est pareil, c'est compliqué. Donc ouais, en fait c'est quand au début on a que des petites figurines, des simples soldats, et qu'on voit après que ça arrive avec le vaisseau, on dit ouais finalement c'était peut-être un peu déraisonnable. Et là, on parle du plus petit vaisseau de Star Wars, s'il te plaît. Donc, celui-là, c'est le plus petit, ouais. Quand on voit les autres boîtes qui sont un peu plus grosses. Et ouais. Voilà. Et encore, c'est pas le plus gros, celui-là non plus. Non, c'est pas gros, ouais. Donc, ouais. Mais après, voilà, c'est quand on dépense plein d'argent et qu'on le reçoit enfin. C'est ce pack-là aussi qui est assez monumental. Là, qui s'ouvre. Oui. Ah oui. Il est beau celui-là. Donc ouais, on dépense pas mal d'argent, et quand on le reçoit, on se dit ah ouais, bon ça valait quand même un petit peu d'argent. C'est pas déraisonné tant que ça au final. Donc en fait. Donc ouais, c'est un peu les plaisirs coupables. On dépense plein d'argent, mais on a ce petit plaisir qui arrive quand on ouvre le carton. Ouais. Mais il y a quand même 66% de vos meilleurs souvenirs qui se sont passés en brocante. Ah, mais c'est l'inconnu en fait. Tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Tu vas pour rien, et puis des fois, voilà, il y a des trésors. Ouais. Alors par contre, pour les Black Series, il y en a quand même très chaud. Dans 20 ans. Peut-être, ouais. Je crois que j'ai dû tomber sur les vingtaines de brocantes, j'ai dû tomber peut-être sur 2-3 figurines plus. Oui, non, c'est clair. Sur les choses récentes. C'est vraiment pas des produits. En fait, c'est vraiment des produits de collection. C'est plus vraiment des jouets. Ce que j'allais te dire, c'est que Black Series, on est plus sur du jouet là. On est vraiment sur. Voilà. Donc c'est un peu plus compliqué à trouver en brocante. Voilà, le seul connu de la brocante, c'est qu'on va être fatigué l'après-midi. Il y a toujours la buvette qui est pas loin. Oh non, je crois qu'il n'y a même plus le droit maintenant. Avec les dents de Covid, normalement, il n'y a plus de buvette. Sauf s'ils le remettent cette année, mais jusqu'ici, il n'y en a plus. Donc, il y a la sieste directement en rentrant. Si vous deviez justement conserver une seule pièce dans votre collection, laquelle ce serait et pourquoi?
Non, moi, j'ai déjà répondu, c'est mon Jawa de Cap-Vinil. Enfin, parce qu'il a une petite histoire qui va avec. Moi, j'ai plusieurs coups de cœur, mais je pense que ce serait le X-Wing de 97. Voilà. Ton premier, Ouais. quoi. Premier gros jouet. Ah ouais. Moi, je pense que ce serait aussi pareil, mon premier Stormtrooper de la gamme Black Series. C'est vraiment, ouais, c'est le premier coup de cœur finalement, et c'est ce qui m'a entraîné là-dedans. Donc, ouais, sans lui, j'en serais pas là. Mes finances C'est non le- plus d'ailleurs. C'est le lancement, c'est le tremplin. C'est un peu ça. Ouais. Mais ouais, beaucoup de coups de cœur aussi. Hein. Oui, bah ça, j'imagine que quand on a une collection aussi importante, on le fait par coup de cœur aussi, forcément. Bah ouais, c'est surtout ça. Ouais, j'ai une centaine, un peu plus de 120 figurines, je crois. Et ouais, j'essaie quand même de choisir celles que je veux garder. Hein. Celles que j'estime qui sont pas suffisamment intéressantes, je vais pas les prendre. Même si le personnage est intéressant ou ouais, je fais quand même mes achats en fonction de mes préférences. Ouais. Alors, moi, j'ai pris pareil une autre habitude d'achat, c'est j'achète maintenant uniquement un personnage que je n'ai pas déjà. Parce que moi, j'en ai pas 120, mais comme ça fait plus longtemps, je me répète, je suis vieux. Comme ça fait plus longtemps, je suis plutôt à 1200, 1300. C'est-à-dire que c'est interdit maintenant que je rentre un Dark Vador. C'est pas possible. Je ne peux pas. Sauf s'il fait son jogging. Effectivement, je l'achète. Mais voilà. Donc maintenant, j'achète uniquement des personnages qui sont pas sortis. Voilà. Pour lesquels il n'y a pas eu de figurine encore. Voilà. C'est un peu mon cadre de collection maintenant. On est obligé de restreindre parce que sinon, ça part dans tous les sens. Ouais, moi je garde l'objectif un jour de recentrer autour de certaines scènes pour peut-être faire des dioramas. Donc là, voilà, mon objectif est là en ce moment, je complète des scènes. D'accord. Donc, si Hasbro nous écoute, ils sauront que s'ils veulent que Xavier rachète un Dark Vador, il faut qu'il fasse du jogging. Exactement. On rigolera moins quand on verra une prévente dans 2 mois de Dark Vador qui fait du jogging. Oh bah écoute, mais ça serait fun. Moi j'aimerais bien. Ce sera un court-métrage de Noël 2022. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à nous faire part de tous vos retours sur les réseaux sociaux de Koleka. On attend vos notes sur Apple Podcast. Et bien sûr, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.